Voilà, bonjour à tous. Je suis Claire Tutenuy, déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement, qui rassemble, comme la plupart d'entre vous le savent, une grosse soixantaine d'entreprises françaises et internationales venues de tous les secteurs de l'économie, de l'industrie très lourde, des matériaux, au luxe, aux industries de pointe et aussi aux services, que ce soit des services de transport, d'assurance ou de finance. Et toutes ces entreprises partagent la vision de l'environnement comme un moteur de transformation. Elles sont toutes fortement engagées dans la transition écologique et elles travaillent ensemble pour mieux anticiper les problématiques, les priorités et mieux intégrer l'environnement dans leur stratégie et aussi dans leurs opérations courantes. L'association va fêter ses 30 ans cette année. Et donc, c'est depuis très longtemps concentré sur les outils fondés sur les bonnes pratiques de ses membres, à développer de nombreux outils pour faciliter cette appropriation et cette intégration des questions de l'environnement. L'économie circulaire en particulier est un enjeu majeur depuis le début pour nous. Entreprises pour l'environnement, et pour ne citer que nos derniers travaux, Entreprises pour l'environnement et l'INEC, ont publié en 2018 une première publication sur les indicateurs d'économie circulaire qui rappelait une très grande diversité, qui montrait une très grande diversité d'outils selon les secteurs, selon qu'on était en entrée d'entreprise avec une entrée de matériaux recyclés ou en sortie d'entreprise avec des produits plus ou moins recyclables, selon les secteurs et donc les projets. Et puis, on a aussi publié l'année dernière un autre outil de l'économie circulaire qui est un guide des partenariats pour l'économie circulaire, devant la difficulté pour une entreprise à maîtriser une boucle complète. En économie circulaire, on va parler de boucle, et pratiquement aucune entreprise, sauf à l'intérieur d'une usine où on sait recycler la plupart des déchets de production, les entreprises ont besoin les unes des autres pour arriver à monter des boucles. Donc on a montré cet élément de complexité de ce qu'était l'économie circulaire. On continue à y travailler, bien entendu, et l'économie circulaire est un des ingrédients indispensables de la transition écologique, et peut-être encore plus si on prend en compte non seulement les émissions de gaz à effet de serre, mais également les limites de la planète et les questions de ressources naturelles et de préservation de la biodiversité qui viennent encore, encore augmenter l'exigence d'économie de ressources et d'utilisation aussi bonne que possible, aussi efficace que possible de toutes les ressources naturelles disponibles. Et donc, oui, l'économie circulaire monte rapidement. Les entreprises sont d'ailleurs fortement interpellées par essentiellement deux catégories. Il y a deux impératifs pour travailler sur les indicateurs. Le premier, c'est qu'elles sont interpellées par leurs parties prenantes. Ces parties prenantes pouvant être soit les consommateurs, soit les investisseurs, soit les ONG. Et donc, elles ont besoin d'expliquer ce qu'elles font en matière d'économie circulaire. Et donc, elles ont besoin d'avoir des langages un peu unifiés, que tout le monde comprend, et de développer une compréhension de quand on dit un pourcentage de circularité, il faut qu'on comprenne et que tout le monde ait cette culture de ce qu'on a voulu dire et bien, et qu'il n'y ait pas trop de malentendus. La deuxième raison pour standardiser et travailler sur les indicateurs, c'est évidemment que mesurer, c'est piloter, c'est mesurer, et qu'il est important pour le fonctionnement interne des entreprises, là aussi, d'avoir des indicateurs partagés, des indicateurs qui vont se traduire dans les systèmes de management. Je vois qu'il y a une question, donc comme c'est inhabituel, c'est peut-être qu'il y a un problème technique. Mettez-les plutôt dans le chat, et puis Benoît Gallo est à côté de moi et il les travaillera si c'est des questions de compréhension, et s'il y a un problème technique, il va les regarder également. Donc voilà, les entreprises sont avec ces deux raisons très fortes de travailler sur des indicateurs d'économie circulaire, et c'est pour ça que nous avons pensé qu'il était extrêmement important de traduire en français la publication qu'a faite le WBCSD. Alors, je n'ai pas dit, mais j'en profite pour le dire maintenant, que EPE est pratiquement depuis sa création le partenaire en France du World Business Council for Sustainable Development, connu sous le joli acronyme de WBCSD, qui est elle aussi une association de membres, environ plus de 200 grandes entreprises mondiales de tous les pays et de tous les secteurs, et qui travaille elle aussi sur les outils et sur la transition écologique. Donc EPE est leur partenaire en France, parmi une soixantaine d'autres partenaires nationaux dans différents pays. Et nous avons donc à cœur de diffuser ces travaux, qui sont des travaux de niveau mondial, et de les diffuser en France parmi nos membres et parmi la communauté des entreprises. Donc nous avons décidé, c'est pour ça que nous avons décidé de lancer cette version française des indicateurs de transition circulaire,
Vous voyez dans le titre du chat que c'est déjà une version 2 et en anglais ça s'appelle CTI pour Circular Transition Indicator, version 2.0. Et donc c'est pour montrer, ce 2.0 montre que c'est un travail qui est en devenir, qui est encore en évolution, mais il est sans attendre, il nous paraissait important de le montrer. Le pari de traduire cet ouvrage, cette méthodologie était intéressant puisque aujourd'hui vous devriez être à peu près 200 présents dans le webinaire. Donc on voit que le sujet intéresse et qu'en effet vous êtes soucieux de ces indicateurs, d'outils efficaces et utiles et largement partagés. Les 200, vous êtes essentiellement issus du monde des entreprises, mais il y a également un certain nombre d'ONG, de think tanks et de représentants des pouvoirs publics. Je vais juste dire un mot sur l'agenda. On va donc avoir tout d'abord évidemment une présentation par Irène Martinetti du WBCSD qui a été en charge de ce projet de l'outil. Ensuite, on donnera la parole à Audrey Kraskowski de KPMG qui a effectivement largement contribué à fournir le contenu, à mettre au point cette méthodologie, à la faire tester et évaluer par les entreprises au sein du WBCSD. Irène et Audrey vont vous expliquer ça. Et puis ensuite, on aura donc 3 témoignages d'entreprises avec Magali Anderson, directrice du développement durable du groupe Holcim, Pierre-Yves Pouliquin, futur directeur développement durable du Grand Veolia, et Christophe Durand, qui est expert économie circulaire de Michelin. Et puis on finira par 2 réactions d'experts. D'abord Emmanuel Ledoux, directrice générale de l'INEC, notre partenaire traditionnel, et puis Nathalie Boyer, déléguée générale de Oré, qui sont très connus, l'INEC bien sûr, et Oré également, traditionnellement experts renommés en matière d'économie circulaire, et qui réagiront sur cet outil en comparant avec leurs propres travaux. Voilà, et puis évidemment, on gardera un moment pour échanger avec vous, l'audience, sur vos questions. N'hésitez pas donc à les poser dans le chat pendant tout le long, on en prendra note. Benoît Gallo, qui est responsable de ce sujet et de ce projet au sein de l'équipe, fera la sélection ou le regroupement des questions pour essayer de répondre à toutes vos interrogations. Et donc, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Irène Martinetti du WBCSD. Irène, je crois que tu as une présentation. Tout à fait. Je vais partager mon écran. Parfait. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, on voit ton écran qui est partagé, c'est parfait. Impeccable. Merci beaucoup, merci, bonjour, merci pour cette invitation à EPE et merci encore plus pour la collaboration à EPE et KPMG dans la traduction des CTI en français, ce qui me tient énormément à cœur. Le WBCSD, comme Claire expliquait, c'est une coalition dirigée par des PDG de plus de 2 entreprises internationales de premier plan qui travaillent ensemble pour accélérer la transition vers un monde durable. En collaboration avec nos membres, nous appliquons notre leadership pour générer des solutions constructives et prendre des mesures conjointes. Je passe vite déjà à ma prochaine slide, vu que Claire a déjà expliqué en détail le travail de WBCSD. À partir de 2018, et en collaboration avec une trentaine d'entreprises au sein de WBCSD, nous avons développé un ensemble de mesures quantitatives qui permettent aux entreprises de mesurer de manière cohérente leur performance circulaire et de comprendre les risques linéaires et les opportunités circulaires qui leur sont associées. Les indicateurs de transition circulaire permettent aux entreprises une évaluation et un suivi plus cohérent de la circularité, si on veut, et qui fournissent aussi des informations précieuses pour le pilotage interne et la prise de décision. Construite par les entreprises pour les entreprises, la méthodologie CTI est simple, complète et complémentaire aux autres méthodes qui sont déjà utilisées par les entreprises pour mesurer leur durabilité. Avec les indicateurs de transition circulaire, les entreprises disposent désormais d'un langage clair et commun pour la circularité. La méthodologie CTI est un outil d'analyse interne
objectif, quantitatif et fondé sur des données vérifiables. Afin d'accompagner les entreprises dans ce processus de collecte de données, nous nous sommes associés à CircularIQ pour développer l'outil en ligne CTI Tool qui est disponible au lien CTI Tool. La CTI 2, la version 2, apporte 3 ajouts principaux à la méthodologie précédente. Circularité de l'eau, des calculs pour les flux entrants, sortants d'eau circulaire, ainsi que pour mesurer la circulation et la réutilisation de l'eau sur site. On a aussi un indicateur financier, le Revenue CTI, qui permet aux entreprises de relier leurs performances circulaires et les performances financières. Et la version 2 est enrichie par un accompagnement sur l'économie, sur la bioéconomie, parce que CTI s'applique non seulement au cycle technique des matériaux, mais aussi aux matériaux biologiques. Je vais laisser Audrey, ma collègue de KPMG, qui nous a aidés dans le développement de cette méthodologie et l'expliquer beaucoup plus en détail. Et je suis ravie d'être ici avec vous et j'attends le reste de l'événement. Merci beaucoup Claire et l'équipe pour l'organisation. Merci Irène. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Audrey Kraskowski, qui va aussi partager peut-être son écran, mais une présentation un petit peu plus détaillée de l'outil. Donc, vous allez voir qu'elle est à la fois naturelle, mais très rigoureuse et soigneusement conçue. Audrey. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup Claire pour l'invitation. Alors, juste le temps que je prenne la main sur le partage de l'écran et je vous laisse me dire quand c'est bon pour vous. C'est parfait. Ok, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, Audrey Krakowski, je fais partie du cabinet KPMG dans les équipes Sustainability Services. Et cette équipe Sustainability de KPMG, c'est aujourd'hui une quarantaine de consultants en France spécialisés d'une part dans les métiers de l'audit de manière historique et d'autre part dans les métiers du conseil sur les sujets du développement durable, hein, que ce soit sur le volet audit et conseil et notamment sur le sujet de l'économie circulaire qui prend de plus en plus d'importance. Et à ce titre, KPMG, comme mentionné par Claire, a participé à la création de cette méthodologie CTI pour aider les entreprises et notamment nos clients à identifier et calculer des indicateurs de circularité en partenariat avec le WBCSD. Et pour information, les équipes de KPMG France en particulier ont également contribué au lancement de la traduction de la version française de la méthodologie 2.0. Alors, concernant cette méthodologie CTI, quels sont les objectifs? Alors, avant tout, cet outil, il permet de mettre en place et de piloter une stratégie d'économie circulaire, puisque vous êtes nombreux parmi l'ensemble des entreprises connectées à avoir identifié l'économie circulaire comme un enjeu prioritaire, que ce soit à travers les analyses de matérialité, les cartographies des risques RSE qui sont réalisées. Et ce qu'on observe chez KPMG depuis plusieurs années auprès de nos clients, c'est que ce n'est pas toujours facile de trouver le bon indicateur en matière d'économie circulaire pour refléter de sa performance sur ce sujet. Et cette méthodologie CTI répond à cette problématique en vous proposant des indicateurs clés en main pour vous permettre d'une part de vous auto-évaluer sur le sujet avec un cadre de référence qui est le même pour l'ensemble des entreprises, qui peut vous permettre également de vous comparer les entreprises les unes par rapport aux autres puisqu'on a ce cadre de référence commun. Et une méthodologie qui est utilisée par de plus en plus d'entreprises, peut-être certains de vos concurrents aujourd'hui. Cette méthodologie, elle permet également de communiquer ces indicateurs dans les communications RSE, et j'ai notamment en tête les déclarations de performance extra-financière qui sont réglementaires. Alors, au-delà du calcul de ces simples indicateurs comme mentionné sur le premier volet de la slide, la méthodologie va plus loin puisqu'elle permet, au-delà de calculer les indicateurs, également d'identifier quelles sont les actions prioritaires qui auront le plus d'impact pour améliorer la circularité de l'entreprise, hiérarchiser ces actions.
Elle permet également d'identifier quels sont les risques linéaires de l'entreprise. On pense par exemple aux risques liés à la chaîne d'approvisionnement sur certains matériaux qui peuvent devenir critiques. D'un point de vue plus positif, ça permet également d'identifier quelles sont les opportunités commerciales liées à l'économie circulaire et éventuellement le chiffre d'affaires que ce sujet peut générer au sein de l'entreprise. Et finalement, cette cartographie des impacts, des risques, des opportunités circulaires sont de très bons outils pour aider l'entreprise, in fine, à prioriser quelles sont les actions à mettre en place, quelles sont les actions qui auront le plus d'impact pour améliorer la circularité de l'entreprise et de prendre la meilleure décision. Et enfin, les 2 derniers piliers de cette slide concernent les objectifs, puisque l'ensemble des entreprises concernées, notamment par les obligations de publication d'informations RSE, ne sont pas sans savoir que elles sont de plus en plus challengées par le régulateur, par les agences de notation extra-financière, les différentes parties prenantes, pour présenter des indicateurs, mais surtout présenter des objectifs à court, moyen, long terme et suivre l'évolution et l'atteinte de ces objectifs. Et cette méthodologie vous permet d'avoir encore une fois ces outils pour pouvoir proposer des objectifs et simuler des trajectoires. Alors, ceci étant dit, avant de rentrer dans le détail de la méthodologie, je voulais très rapidement vous présenter les différentes ressources qui sont à votre disposition concernant le CTI, avec tout d'abord la première image qui concerne ce référentiel CTI qui est traduit aujourd'hui en français et disponible sur Internet, qui est vraiment le guide le plus complet à destination des entreprises, qui vous permet d'identifier et d'avoir le détail de l'ensemble des indicateurs de la méthodologie. Et une deuxième partie de ce guide méthodologique qui concerne un manuel d'utilisation vraiment très opérationnel à destination des entreprises. Et en complément de ce guide qui a été traduit en français, il existe également d'autres outils complémentaires qui sont notamment un outil en ligne qui a été développé par Circular IQ et qui permet aux entreprises de s'approprier le calcul de ces indicateurs, la collecte des données, l'interprétation des résultats, sachant que cet outil propose une version gratuite qui est très intéressante pour les entreprises et qui est déjà très complet, et avec derrière une version payante pour aller plus loin. Et enfin, la dernière ressource que je voulais vous mentionner aujourd'hui, ça concerne des ressources complémentaires qui sont mises à disposition régulièrement par le WBCSD sur son site internet pour répondre aux problématiques des adhérents qui utilisent ces informations, qui remontent des questions en continu et qui ont parfois besoin d'approfondir certains sujets un peu techniques, comme le sujet de la circularité de l'eau, par exemple. Donc voilà, si vous souhaitez vous lancer dans la démarche CTI, n'hésitez pas à aller voir également les ressources disponibles sur le site du WBCSD. Alors, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous présenter quels sont les concepts, on va dire, fondamentaux de cette méthodologie. Alors, cette méthodologie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été construite à partir de l'analyse des flux de matière, les flux entrants, les flux sortants, un peu sur le même concept que pour les exercices d'analyse de cycle de vie. Et l'idée, ça va être d'identifier quels sont les flux entrants à l'échelle soit de la composition d'un produit, soit d'une ligne de service, ou même à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, en fonction du périmètre qui aura été choisi pour l'évaluation, et identifier de la même manière quels sont les flux sortants. Alors peut-être pour être un peu plus concret pour les interlocuteurs qui nous écoutent, on va prendre un exemple un peu plus parlant, celui assez simple de la fabrication d'une souris d'ordinateur. Donc pour cette souris d'ordinateur, les flux entrants, qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va être l'ensemble des composants qui sont utilisés. Donc par exemple, ça va être des composants en PVC, ça peut être des pièces en acier, ça va être les fils de cuivre utilisés pour fabriquer cette souris. Et les flux sortants, ça va concerner le produit fini, donc la souris en tant que telle, et éventuellement les déchets de production. Donc une fois qu'on a cette cartographie des flux entrants et sortants, on va rentrer dans un niveau de détail un peu plus, une marche, un cran plus loin, en identifiant parmi ces flux entrants, quels sont les flux qui sont linéaires et les flux qui sont circulaires. Donc ces flux linéaires, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les flux qui correspondent aux ressources vierges non renouvelables. Et à l'inverse, les flux entrants circulaires, ça va concerner les ressources qui sont renouvelables ou qui sont vierges. Donc, si on garde notre exemple de souris d'ordinateur, par exemple, on va évaluer si le composant des fils de cuivre comporte un pourcentage de matière recyclée, par exemple.
De l'autre côté, si on passe du côté des flux sortants, on va faire cette même distinction entre les flux sortants linéaires qui vont concerner les produits qui vont finir en décharge ou en incinération et les flux sortants circulaires qui, eux, alors c'est un peu plus complexe dans le sens où ces flux sortants circulaires doivent répondre à 2 critères qui sont d'une part, est-ce que ces ressources ont un potentiel de récupération? Est-ce que notre souris d'ordinateur, elle peut être 100% valorisée si toutes les filières sont bien mises en place? Et le deuxième critère auquel il va falloir répondre, c'est est-ce que dans la vraie vie, ces flux sortants sont réellement récupérés? Est-ce qu'il y a les filières qui sont mises en place? Est-ce que les consommateurs adoptent les gestes de tri correspondants? Est-ce que les consommateurs rapportent par exemple les objets chez le producteur pour le mettre dans une nouvelle boucle? Et là, pour l'exemple de la souris, si on étudie voilà, en fonction du pays qui est considéré, on pourrait atteindre seulement 20% de recyclage effectif, même si on est sur 100% de récupération réelle, de récupération potentielle. Alors maintenant qu'on a vu ensemble ce principe de base de la méthodologie à partir des flux de matière entrants et sortants, je vous propose de balayer avec vous les différents indicateurs qui sont proposés par la méthodologie CTI. Et première information que je voulais vous donner, c'est que ce guide CTI permet aux entreprises de calculer jusqu'à 8 indicateurs, sachant que c'est à l'entreprise de choisir quels sont les indicateurs qu'elle souhaite évaluer en fonction de son activité, en fonction de ce qu'elle souhaite mettre en avant. Donc, voilà, ce n'est pas indispensable d'évaluer l'ensemble de ces 8 indicateurs, sachant qu'un indicateur reste quand même très fortement recommandé, pour ne pas dire essentiel. Ça va être le premier indicateur de la slide, le pourcentage de circularité qui va intégrer les flux entrants, les flux sortants comme décrit précédemment. Si on regarde rapidement les autres indicateurs considérés comme facultatifs dans la méthodologie, on peut voir sur cette slide qu'ils sont répartis en 3 modules. Un premier module, si je puis dire, basique, qui va viser à évaluer si l'entreprise ferme la boucle, c'est-à-dire si elle atteint 100% de circularité. Ensuite, un deuxième niveau un peu plus loin qui vise à optimiser la boucle pour savoir si au sein de ce modèle d'affaires qui serait déjà circulaire, comment privilégier des modes de récupération qui ont le moins d'impact environnemental. Et en l'occurrence, ça va être comment privilégier, par exemple, le réemploi plutôt que le recyclage. Les 2 modes de récupération sont circulaires, certes, mais l'un, le réemploi, a moins d'impact environnemental que le recyclage. Donc, on va aller vraiment un cran au-delà. Et enfin, un dernier module, valoriser la boucle, qui permet aux entreprises d'évaluer quel est l'impact financier des produits circulaires. Et ces indicateurs peuvent être intéressants, notamment pour engager les discussions avec les directions financières, avec les investisseurs. Alors, ces indicateurs facultatifs, à qui s'adressent-ils? Et je peux peut-être donner quelques exemples concrets, indicateur par indicateur. Alors, par exemple, si une entreprise qui utilise de l'eau dans ses process de production de manière importante, cette entreprise pourrait être intéressée pour sélectionner parmi la liste d'indicateurs les indicateurs relatifs à la circularité de l'eau ou à la circulation de l'eau en interne. Sur le sujet de l'énergie, une entreprise qui serait très consommatrice d'énergie pour ses process de production, elle pourrait décider de mesurer quel est le pourcentage d'énergie renouvelable. Un indicateur qui peut être intéressant pour les entreprises des télécoms, notamment qui utilisent des terres rares, ça va être l'indicateur sur le pourcentage de matériaux critiques. Et un dernier exemple, mais encore une fois, je ne suis pas exhaustive, des entreprises qui souhaitent se lancer dans la démarche pour impliquer la direction financière dans ce projet de transition circulaire, eux pourraient être intéressés par les indicateurs du module valoriser la boucle. Sachant que, encore une fois, il n'y a pas de minimum d'indicateurs à sélectionner. L'entreprise peut évaluer quel est son impact sur ces 8 indicateurs comme sur un seul ou 2 en fonction des impacts qu'elle souhaite mettre en avant. Et elle peut aussi le faire sur différents périmètres. Exactement. On va essayer d'accélérer un tout petit peu. Alors, donc
Pour continuer sur l'indicateur essentiel, le pourcentage de circularité, je ne vais pas détailler ici l'ensemble des calculs, mais je souhaitais voilà, quand même vous présenter rapidement comment il fonctionne. Il s'agit, pour calculer cet indicateur, d'effectuer la moyenne pondérée du flux, du pourcentage de flux entrant, du pourcentage de flux sortant circulaire tel que décrit précédemment. Et à savoir que ces deux sous-indicateurs sont calculés à partir de la masse de chacun des flux entrant et sortant, ainsi que des pourcentages de contenu renouvelable, non vierge, pourcentage de potentiel de récupération, pourcentage de récupération effective, avec voilà, davantage de détails qui sont donnés dans la méthodologie. Je vous ai présenté également sur la slide suivante les modalités de calcul de 3 indicateurs considérés comme facultatifs. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être juste vous donner des informations sur le pourcentage de circularité qui, lui, va s'intéresser au volume d'eau prélevé, au volume d'eau rejeté, pour s'assurer de la disponibilité des ressources en eau. Le pourcentage de matériaux critiques qui va prendre en compte la masse des matériaux, et l'indicateur revenu CTI qui va se baser sur le chiffre d'affaires des produits circulaires. Donc faire le lien entre l'indicateur financier et extra-financier. Alors, pour finir, sur le cycle d'évaluation et finalement quelle est la démarche qui est proposée à chacune des entreprises. Ce cycle d'évaluation, il comporte 7 étapes qui sont décrites dans la deuxième partie du cycle. 7 étapes qui peuvent être répétées. L'idée, c'est peut-être dans un premier temps de mettre en place le cycle d'évaluation sur une première évaluation pour dresser un état des lieux et ensuite de répéter l'évaluation de manière régulière pour se rendre compte des progrès. Et sachant qu'on recommande, nous, chez KPMG, de commencer une évaluation plutôt simple sur un périmètre limité, par exemple à l'échelle d'un produit pour lesquels vous disposez de suffisamment de données pour vraiment bien prendre en main le modèle avant de passer à la vitesse supérieure. Donc concernant ces 7 étapes, la première étape, dans un premier temps, nous paraît extrêmement importante parce qu'elle va permettre de définir au sein de l'entreprise quel est l'objet étudié. Est-ce qu'on parle d'un produit ou d'une ligne de service, mais également de répondre aux questions de quel est l'objectif de cette évaluation, quelle est la période qui va être analysée, est-ce qu'on évalue les données annuelles ou des données mensuelles par exemple, quelles sont les données, les éléments à inclure ou à exclure. Et une fois ces objectifs définis, l'entreprise peut passer à l'étape de sélection des indicateurs en identifiant parmi la liste des 8 indicateurs vus précédemment quels sont les indicateurs jugés pertinents. Une fois ces indicateurs sélectionnés, on passe à l'étape de collecte des données primaires, sachant que cette étape de collecte est peut-être l'étape qui va être la plus chronophage au niveau de la durée de vie du projet, parce que c'est un vrai travail d'investigation au sein de l'entreprise, avec certaines données qui sont facilement accessibles dans l'entreprise, d'autres données qui ne sont pas toujours suivies et pour lesquelles il va falloir mettre en place, trouver le bon contact en interne ou alors investiguer les informations auprès des fournisseurs, auprès des clients pour avoir davantage d'informations. Et une fois ces données collectées, on arrive à la 4e étape de calcul de l'indicateur qui est finalement relativement simple une fois qu'on a nos données primaires. Relativement simple dans le sens où la méthodologie permet de manière assez simple de calculer le résultat final et également l'outil Circular IQ qui était mentionné précédemment qui automatise le calcul de ces indicateurs et qui permet vraiment de gagner du temps sur cette étape 4 pour arriver directement à l'étape 5 d'analyse, d'interprétation des résultats pour évaluer quels sont les impacts prioritaires, quels sont les leviers d'action que l'entreprise doit privilégier, peut-être en termes de masse des produits concernés pour aller plutôt viser des actions sur les composants qui ont la masse la plus importante et donc qui vont avoir le plus d'impact sur le pourcentage de circularité totale. Une 6e phase de priorisation qui va vous permettre d'identifier quels sont les risques linéaires, notamment à l'aide d'une cartographie des risques et d'identifier quelles sont les opportunités circulaires en évaluant le business case associé. Et finalement, ces étapes 5 et 6 de priorisation vont vous aider à définir votre feuille de route, formaliser des objectifs à court, moyen, long terme, communiquer sur ces indicateurs, sur les objectifs et sur les progrès, et éventuellement réitérer ce cycle d'évaluation pour évaluer les progrès d'une année sur l'autre. Alors, pour finir cette présentation, je vois que le temps passe et avant de donner la parole aux entreprises
qui vont témoigner. Je voulais juste vous partager rapidement certains exemples de réalisations que KPMG a réalisées avec ses clients sur l'utilisation de la méthodologie CTI. Et si vous souhaitez en savoir plus, je serais ravie d'en discuter avec vous et de répondre aux éventuelles questions que vous auriez sur le sujet. Merci beaucoup, Audrey. Et effectivement, il y a déjà beaucoup de questions dans le chat, donc on sait qu'il y aura du débat à la fin. Et de toute façon, donc le webinaire est enregistré. On verra dans quelles conditions on peut ou non, on diffuse ou non, mais en tout cas, la présentation d'Audrey, je pense, pourra être largement partagée aux gens qui le demanderont, et ainsi que puis on répondra éventuellement les réponses aux questions également. Donc, merci beaucoup à Irène et à Audrey pour ces présentations, et je voudrais maintenant donner la parole aux entreprises, et en commençant par Magali Anderson. Merci Magali, je crois que tu es là. Chief Sustainability and Innovation Officer, et c'est pour dire que le développement durable et l'innovation sont sous la même casquette au sein de ce cimentier, grand cimentier mondial, numéro 1 ou 2, je ne sais plus, mais, et donc qui a mis la circularité vraiment au centre de sa stratégie de décarbonation. Magali, tu peux mettre ton micro et ta caméra. Ça y est, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, vous me voyez, vous m'entendez, Oui, c'est super. c'est parfait. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de m'avoir avec vous. Je suis toujours très contente de partager, surtout sur l'économie circulaire. Je vais essayer de tenir, tu m'as dit 5 minutes, Claire. Je vais essayer de tenir en 5 minutes. Alors, chez nous, l'économie circulaire, c'est extrêmement central sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, sans économie circulaire, on n'a pas de décarbonation de notre business. Donc, c'est aussi simple que ça. Et par contre, là où on est un peu originaux, c'est qu'on traite les déchets des autres beaucoup plus que nos déchets. Alors, je vais donner 3-4 chiffres pour mettre les choses un tout petit peu en perspective. La construction, le monde de la construction, c'est à peu près 40 milliards de tonnes de ressources tous les ans. L'OCDE a dit que ça allait doubler dans les 10 prochaines années. Donc, c'est énorme, c'est à peu près 40% des ressources qui sont prises du sol. Et donc, si on construit en utilisant toujours des ressources vierges, ça ne va pas faire. Donc, ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, on sait faire déjà depuis longtemps comment mettre des déchets dans nos processus. Alors, je vais en donner 2-3 très rapidement. Le premier, c'est 30% de nos CO2 vient du chauffage de notre four, qu'on appelle le kiln. Et ça, on peut le remplacer par des déchets normaux, des déchets municipaux, votre poubelle, des vieux pneus, etc. En France, je crois qu'on est à peu près à 60% de remplacement. On a 1 ou 2 usines où ils sont à 100% de remplacement quasiment tout le temps. Et au niveau du groupe, on est à 20%. Là, on est plus dans un problème de collecte de déchets, de valeur de déchets, plus qu'autre chose. Mais techniquement, on sait faire. On sait aller à 100%. Et puis, quand on a mis notre calcaire, qu'on l'a calciné dans notre four, ce qui sort, c'est ce qu'on appelle un clinker. Et ça, c'est 70% des émissions. Et donc, le jeu, c'est de réduire le facteur de clinker dans le ciment. On est à 70% et les 30% qui restent sont constitués des sous-produits d'autres industries, principalement du laitier qui vient des hauts fourneaux et des cendres volantes qui viennent des industries du charbon. Donc, ça, non seulement on prend des matières fraîches, mais aussi dans le cas des cendres volantes, on va récupérer des choses qui ont été épandées il y a plusieurs décennies, qu'on est capable de récupérer, donc de nettoyer le sol et de le reprendre. Alors tout ça, ça constitue à peu près 50 millions de tonnes. Alors c'est énorme. Notre ami de Veolia va peut-être dire combien de déchets il traite et vous verrez à quel point 50 millions de tonnes, c'est gros. Avec un objectif d'aller à 75 millions en 2025 et 100 millions en 2030. Donc, parce que c'est complètement central à notre décarbonisation. Maintenant, pour revenir dans la partie, qu'est-ce que c'est la vraie circularité? Moi, ce qui me plaît le plus, et j'en ai pas encore parlé, c'est les déchets de notre propre industrie. Alors, les déchets, nous, en tant qu'entreprise, représentent moins de 1% des déchets qu'on traite, donc moins d'1 million de tonnes. Hein. C'est vraiment, enfin, ça semble beaucoup en chiffres, mais par rapport aux autres déchets qu'on traite, c'est très, très faible. Et l'une des raisons, c'est qu'on est capable de les recycler nous-mêmes, de les remettre nous-mêmes dans notre kiln, par exemple. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de vie d'un bâtiment ou d'une structure quelconque en béton, une fois qu'on l'a détruit, on peut prendre ce qu'on appelle les fines de ciment, donc ces rebuts qui ont été regrindés, je ne sais plus comment dire en français, mais enfin meulés,
Et on est capable de les remettre directement dans le ciment. Et là, ça devient super intéressant parce que c'est-à-dire que ça remplace le clinker. Donc, ça remplace quelque chose qui émet beaucoup de CO2 à faire directement. Là, on est dans la vraie circularité. On sait déjà le faire, on sait le faire techniquement. On est à 20% de remplacement d'un ciment qui s'appelle Susteno en Suisse. On le fait que en Suisse parce qu'aujourd'hui, il n'y a que la norme suisse qui nous l'autorise, mais très bientôt, à la fin de cette année, début 2023, ça sera autorisé sur toute l'Europe. Donc, on travaille beaucoup avec les Européens pour remplacer cette norme. Et là, c'est génial parce que là, on est dans la vraie circularité, la vraie boucle dont on parle beaucoup. Alors, notre ciment, pour parler d'autres petits pourcentages, on est à peu près à 22% de contenu recyclé dans notre ciment. Alors, le monde est à peu près à 8-9%, donc on est quand même bien plus. Quand je prends l'ensemble, c'est-à-dire une fois que j'ajoute les agrégats et le reste, on est plus près des 10%. Mais bon, pareil, on calcule notre ratio de circularité avec des objectifs de l'amener à 30% pour le ciment et de le doubler dans l'ensemble. Je crois que j'ai vraiment donné les choses principales. On est un membre fondateur WBCSD, donc ça fait déjà un paquet d'années qu'on mesure. On ne mesure pas tout. Aujourd'hui, on ne mesure pas, par exemple, le recyclage de l'eau, mais on vient de sortir notre stratégie nature, donc c'est quelque chose dans lequel on va se lancer, je pense, si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Et puis, bah, Claire, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit le principal. Merci beaucoup. C'est effectivement extrêmement impressionnant de voir la détermination et les volumes que ça représente. Et je ne peux pas me retenir de poser une question. C'est quand il n'y aura plus de centrales à charbon, on voit bien que l'ensemble de l'économie va devoir travailler ensemble parce qu'à un moment donné, on va sortir des centrales à charbon et donc à ce moment-là, il faudra compter sur d'autres intrants à la place des cendres volantes, donc encore plus de circularité. Donc on est dans un cercle vertueux où Alors c'est pas absolument. encore Donc le cas effectivement, peut-être. on y travaille. Oui, mais on y travaille beaucoup parce qu'on sait que ça arrive. De même que la réduction du laitier également. Donc on sait que ça arrive. Donc on y travaille beaucoup. On peut remplacer par de l'argile calcinée, etc., qui là pour le coup n'est pas un produit recyclé, mais qui est un produit neutre en CO2. Donc en termes de CO2, c'est bien. Et sinon, comme je disais, il y a eu des décennies de cendres volantes qui ont été stockées dans les sols. Et là, on en a pour plusieurs décennies, hein. Donc je ne suis pas trop inquiète. Par contre, c'est vrai que c'est plus de travail. Parce qu'elles sont humides, elles sont contaminées, etc. C'est beaucoup plus de travail pour les remettre, mais c'est pour ça qu'on se concentre beaucoup dessus. Merci beaucoup. Et on va donc donner la parole maintenant à Christophe Durand, qui est Senior Manager de Stratégie et New Business. Et là encore, on voit la stratégie et l'innovation prendre toute la place dans le développement durable pour le groupe Michelin, et qui va donc nous parler de ses réalisations. Michelin a été depuis longtemps un des pionniers de l'économie circulaire, et pas seulement parce que c'est un produit rond. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien, bonjour Christophe. Effectivement, Michelin est très connu sur toute sa partie pneumatique et elle est développée déjà depuis plusieurs dizaines d'années autour d'une approche qu'on a appelée 4R qui est basée sur le réduire et le réutiliser, donc utiliser le moins de masse possible et dans la mesure du possible de réutiliser justement tous ces matériaux. Elle est complétée avec ce qu'on appelle le recycler et le renouveler qui rentre nous dans un indicateur qu'on a appelé le taux de matière durable et c'est ce qu'on mesure finalement dans nos pneumatiques. Aujourd'hui, on est en moyenne à 29% de taux de matière durable, tout pneumatique confondu, avec des pointes à 60% quand on utilise essentiellement du caoutchouc naturel. Donc, il y a une stratégie du groupe justement de réduire la masse et également d'augmenter justement ce taux de matière durable. Et pour pouvoir mesurer et justement faire des choix entre les différents projets, on a aussi regardé différents types de bilans. Les bilans évidemment financiers liés à la profitabilité et s'assurer que les projets sont viables, alors viables chez nous et sur la chaîne de valeur. On regarde aussi leur acceptation sociétale et puis leur acceptation planète. Et en particulier sur ce dernier objectif, on a une nécessité de trouver les bons indicateurs, de les qualifier et de les quantifier. Économie circulaire et puis économie du végétal et du renouvelable. Et puis on a eu, en faisant ces exercices-là, on a eu aussi une complexité qui est arrivée, vous l'avez dit Claire, c'était finalement, il fallait aussi intégrer l'innovation, puisqu'en fait, si vous restez sur vos assets existants, ben, vous n'innovez pas beaucoup. Donc il faut aussi être capable d'être visionnaire et d'intégrer ou d'adapter ces indicateurs, en particulier de circularité, à des cas d'innovation, voire d'innovation de rupture. Alors, c'est un moyen aussi de finalement de faire des priorités, de décider, et puis d'identifier des opportunités, et puis des options aussi avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur avec qui on peut faire des partenariats parfois inattendus. Je peux vous présenter deux exemples, un qui va concerner directement les pneumatiques, donc finalement on va regarder nos propres déchets, de pouvoir les réintroduire en boucle fermée.
ou de pouvoir les recycler en matériaux dans deux boucles avec des partenaires. Donc là, l'idée, ça va être de retravailler sur du recyclage mécanique ou sur de la pyrolyse pour réobtenir des produits de haute valeur ajoutée et de les réintroduire dans le pneumatique. Donc on va avoir une partie qui va aller en boucle fermée et une partie en boucle ouverte. Alors ça nous a amené à des discussions assez nouvelles, puisqu'en fait, on travaille avec nos concurrents dans ces cas-là, puisque c'est plus un problème de filière. On a fait des annonces avec Bridgestone et on va continuer à en faire des nouvelles. Et ça nous permet aussi d'avoir finalement une force qui est beaucoup plus large que si on y allait tout seul. Tout ça, évidemment, on travaille aussi avec des sociétés dans la pétrochimie, puisqu'on va pouvoir réintégrer des huiles ou des résines dans ce monde-là, et puis au final avoir un bilan CO2 avec des externalités en analyse de cycle de vie quand même bien meilleures. Donc ça, c'est la partie, en fait, on va traiter nos propres déchets de la filière et les réintégrer tels que vous l'avez montré tout à l'heure dans les différents schémas, avec les indicateurs, effectivement, que vous avez mis en avant. Quelque chose où on est moins attendu, récemment on a dû faire des annonces sur du recyclage de déchets de filières alimentaires, donc on avait ciblé là le polystyrène, donc c'est vrai que c'est toujours assez étonnant et avec des technologies de rupture, puisque là on s'est retrouvé finalement avec une start-up canadienne, Pierrowave, à recycler avec un outil micro-ondes. Donc là effectivement il y a un gros travail d'innovation et je dirais tout le bilan performance est basé sur l'économie circulaire, puisqu'il faut avoir évidemment une analyse de cycle de vie excellente, un gain en CO2 très favorable, et puis retrouver sur l'acceptation sociétale, et puis sur un système qui soit profitable sur tous les acteurs de la filière. Donc là, ce qu'on va privilégier, c'est la boucle fermée, c'est-à-dire que étonnamment, on va remettre le PS pour qu'il retourne en polystyrène et en grade alimentaire. Donc on travaille avec des consortiums comme Polystyrène 25 qui regroupent les laitiers français et certains européens et qui permettent finalement de travailler multifilières pour travailler différentes verticales. Et puis on va regarder aussi des options dans d'autres domaines. Donc le micro-ondes, c'est une veine technologique et elle va pouvoir aussi être utilisée pour recycler d'autres matériaux. Donc voilà, c'est deux exemples qui permettent d'expliciter ça. Et puis, en fait, on se rend compte qu'en utilisant les indicateurs que vous avez présentés ou ces méthodos, on arrive aussi à tout un tas de questions qui sont encore nouvelles. Donc, on se rend compte qu'on est au début du sujet. Et pour l'illustrer, on s'est retrouvé finalement à des questions. Pour choisir entre un projet, par exemple, où on utilise du carbone biogénique, que je vais appeler carbone vert, avec un bilan carbone neutre, très excellent, par rapport à un projet de recyclage où on va gagner 7 tonnes de CO2. Et là, on s'est retrouvé finalement à objectiver des projets et de dire, mais oui, mais c'est quoi? Est-ce qu'il vaut mieux du vert à 0 ou du gris à -7? Alors, je n'ai pas de réponse très nette. Les deux sont très bien, c'est complémentaire. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on découvre justement tout un tas de nouvelles questions, type de questions qu'on partage aujourd'hui avec des sociétés dans la pétrochimie, des sociétés dans l'alimentaire, et on arrive ensemble à avoir les mêmes questions. Alors, j'espère qu'on aura des analyses similaires à la fin. Mais ce type d'outil et de démarche va exactement dans le bon sens. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors, il y a des questions, il y a déjà une question dans le chat qui est: quel est l'avis de Michelin sur le CTI? Est-ce que vous l'avez essayé ou vous êtes en train? On est en train, effectivement, parce qu'on avait démarré sur des outils un peu corollaires, mais en fait, ils se rejoignent énormément. Donc là, c'est très difficile pour moi de vous faire un retour très factuel, mais tout ce qui a été présenté, je veux dire, ce sont les bons sujets. Ce qui est important, c'est ce travail multifilière, utiliser l'outil finalement en monofilière et de le restreindre. On ne va pas en utiliser à la vraie essence. Je crois que le premier schéma que vous avez montré tout à l'heure est très explicite. Et finalement, être capable de recycler en dehors de sa verticale marché, c'est aussi un indicateur de circularité qui, à mon avis, aujourd'hui, ne monte pas encore assez en avant. Donc, il y a un vrai progrès dans cet outil. Et merci beaucoup. Et merci aussi d'avoir montré le vert à 0 et le gris à -7, qui est un exemple des dilemmes qui se posent et sur lequel, effectivement, ce n'est pas un indicateur qui va donner la réponse, c'est une décision un peu politique de l'entreprise de savoir que le vert, ça va consommer du sol en plus ou c'est des hectares de plantation. Et donc, il y a d'autres critères que simplement la circularité qui vont entrer en compte. Et c'est un très, très bon exemple. Ça montre que les indicateurs sont indispensables, mais pas tout à fait suffisants. Et je voudrais maintenant donner la parole à Pierre-Yves Pouliquin, qui est le futur directeur du développement durable de Veolia, qui donc il n'y a pas très longtemps était celui de Suez. Et Pierre-Yves, merci d'être là. Et je vais te donner la parole, je ne sais pas, voilà, sur ta nouvelle entreprise, mais aussi ce que tu as pu voir de l'outil, puisque tu l'as surtout fréquenté en tant que Suez à un moment donné.
Donc, quel est l'état des lieux de la mesure de la circularité chez Veolia, qui a été un des pionniers, enfin qui intervenait dans notre dernier événement également sur ce sujet, et qui est par construction, vu son rôle dans l'économie des déchets, un des pionniers du sujet des indicateurs. Alors, Pierre-Yves, je ne te vois plus. Si je vous passe la parole, si l'invité s'appelle Pierre-Yves Pouliquin, mais c'est... Il n'est pas là? Ah bon. Voilà, alors si l'invité s'appelle Pierre-Yves, il a la parole, oui. Voilà, ça vient, ça devrait être bon. Donc, merci beaucoup en tout cas, Christophe Durand. Et donc, normalement, Pierre-Yves, tu es... Oui, ça y est, vous m'entendez. Ça y est, vous m'avez... Voilà, j'avais un petit problème parce que vous ne m'aviez pas passé la main. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis dans cette phase de transition entre Suez et Veolia. Mais en fait, c'est deux grands métiers qui sont similaires. Je vous parlerai essentiellement de Veolia. Veolia a clairement inscrit dans sa raison d'être ressourcer le monde. Donc, on voit bien que c'est la deuxième phrase de la raison d'être. Donc, on voit bien dans quel est l'objectif global. Vous savez que Veolia, derrière sa raison d'être, a mis en place ce qu'on appelle une mesure de la performance plurielle, avec les 5 dimensions. Et dans la dimension environnementale, vous avez clairement la question de la circularité et du recyclage des matières. Alors, vous savez que Veolia recycle de l'eau avec le reuse. Voilà. On va parler plutôt matière ici, puisque l'indicateur est en tant que tel. Il y a une publication que je vous invite à regarder qui s'appelle le Fact Report de l'Institut Veolia, qui a été publiée fin d'année 21 sur la circularité, qui est très bien faite. D'ailleurs, il y a Irène Martinetti, qui je crois sur le call, parce que j'ai cru voir passer son nom, qui a fait une analyse critique des deux outils, Circulytics et CTI. Donc voilà, c'est des documents qui sont en ligne avec 18 contributions assez techniques, assez poussées d'entreprises et de chercheurs sur cette question de la circularité. Donc ça peut compléter les travaux d'aujourd'hui, et ceux qui voudraient compléter leur vision CTI ou Circulytics peuvent s'y référer. Donc nous, chez Veolia, on a à peu près 6 millions de tonnes évitées qui est lié au recyclage de CO2. Hein. On a un objectif très clair de recycler le plastique. Donc là, on mesure notre production de flake, et on a un objectif de passer de 350 000 tonnes en 2019 à 610 000 tonnes en 2023. Donc c'est ouvrir des capacités, faire progresser des entreprises, que ce soit en France, mais aussi en Italie ou en Chine, ou en Thaïlande ou ailleurs. Voilà, donc c'est un objectif qui est très clairement piloté au niveau du groupe, et qui permet de flécher aussi des investissements par rapport à ça. Dans mon rapport d'étonnement en arrivant chez Veolia, clairement l'organisation de l'activité France, RV France, recyclage et valorisation, ils ont clairement mis la matière au cœur de l'organisation. Donc c'est assez intéressant de voir que quelque part, c'est devenu l'alpha et l'oméga d'une organisation en tant que telle, et du numéro 1 comme activité en France, sortant des schémas classiques qui étaient l'enfouissement ou la valorisation thermique. Voilà, donc on est clairement dans ces sujets-là. Alors pour rebondir sur ce que disait Michelin tout à l'heure, on est plutôt dans des logiques de partenariat vu notre positionnement, donc on n'est pas dans des logiques de filière avec des concurrents, mais par contre de grands partenariats. Donc on a celui sur les batteries, qui est l'enjeu de demain, qu'on développe avec Renault et Solvay. On va avoir un partenariat qu'on va annoncer là avec Danone sur du bottle to bottle. Donc c'est comment je prends le plastique, mais je vais jusqu'à la fin pour faire l'usage. Ça, c'est clairement des grandes évolutions aujourd'hui. On avait Bell historiquement. C'est toutes ces réglementations qui poussent à mettre du plastique recyclé dans des produits finis. Effectivement, sont en train de faire émerger une filière dans leur totalité, et donc l'accès à la matière en amont va devenir un point clé en tant que tel. Je ne reviens pas sur même une question plus technique, qui est la transition chimique, avec l'annonce du gouvernement en période électorale, mais avec Citeo et la transition chimique, voilà, il y a des tas de questions, de choses qui bougent aujourd'hui, sur lesquelles on aura à se positionner.
Par rapport à la question de CTI en tant que tel, alors nous, on n'a pas pour l'instant mis en place CTI, c'est un outil qu'on regarde. On a une particularité, hein, c'est qu'on est une société de service dans le monde de l'environnement. On n'est pas un manufacturier classique qui va avoir à fabriquer des produits avec un entrant et des sorties. Donc, c'est un peu plus compliqué pour nous, mais j'ai trouvé que les questions derrière le modèle CTI restent de toute façon pertinentes. Et ma réflexion était plutôt de me dire, mais où est-ce qu'on devrait le mettre sous forme de pilote et de communication en tant que tel? On avait regardé fortement Circulytics, qui est l'autre grand outil développé par la Fondation Ellen MacArthur, qui veut aussi se positionner sur ce segment-là, qui a une approche plus généraliste, je dirais, de regarder comment l'entreprise s'organise autour de ça et de voir quelles en tirent les conclusions par rapport aux filières qu'on utilise et aux métiers. Alors nous, on avait eu une note tout à fait satisfaisante avec des questions de fond, c'est que quelque part, la Fondation ne retire pas du tout la valorisation thermique, par exemple, dans ces notations, ce qui pose un problème aujourd'hui, vu l'état de l'art dans un certain nombre de pays en tant que tel. Voilà, donc on a effectivement deux grands outils qui sont en train d'essayer de préempter, je dirais, cette grande question de comment on pilote ça. On voit qu'il y a aussi des questions qui ne sont pas tranchées. Hein. Il y a l'ISO qui est en train de s'organiser pour publier d'ici fin 2023 un certain nombre de normes, d'outils, de KPI et qui auront peut-être des impacts réglementaires dans un deuxième temps. Donc, il faut que vous ayez tous en tête qu'il y a aussi tout un référentiel qui se prépare au niveau du comité de normes ISO en ce moment, avec les différentes normes autour de l'ISO, hein, en particulier à 59004. Vous avez la question de la taxonomie qui va arriver sur l'agenda en 2022-2023, qui va nous obliger à définir aussi nouveaux indicateurs. Très bien quels vont être les critères techniques utilisés derrière tout ça. Donc on voit bien qu'on a, on a un vrai sujet, un sujet qui est stratégique, qui répond à la question du carbone, qui répond à la question de la biodiversité et qui répond demain à la question de la limite des ressources. Donc, on est au cœur du sujet de la transformation écologique, et ça, c'est clair. Chaque outil va avoir ses forces et ses faiblesses. Et on voit que le cadre n'est pas stabilisé, puisqu'on a d'autres référentiels qui sont quand même relativement importants, sans parler du fait que la taxonomie là, dont on parle, elle est européenne, mais on aura demain une taxonomie chinoise et américaine sur laquelle il faudra regarder comment c'est écrit. Voilà. Et puis, il y a peut-être un commentaire général, c'est que derrière la circularité, il y a une connotation sociétale qui est très importante. En tout cas, nous, on la suit avec beaucoup d'attention parce que derrière cet enjeu de la transition écologique, la transformation écologique, on sait qu'il y a la destruction de l'emploi, il y a de la recréation de l'emploi, que l'économie circulaire est un des leviers pour recréer des emplois. Et peut-être que ça, c'est aussi une des limites des outils tels qu'on les voit aujourd'hui, parce qu'ils n'adressent pas du tout cette question-là. Et je pense que les grandes entreprises qui sont connectées aujourd'hui ne peuvent pas rester exemptes à cette question sociétale globale. Voilà, donc ça c'est peut-être aussi pour élargir le sujet et ouvrir le débat s'il y en a un peu plus tard. Voilà, merci Claire. Merci beaucoup Pierre-Yves. Effectivement, on peut se dire que dans un groupe comme Veolia ou Suez, dont les intrants, on va dire déchets, dont les intrants sont des déchets, vous êtes presque déjà à 100% circulaire avant même d'avoir commencé à travailler, puisque en entrant, sauf l'énergie. En fait, non, parce que il faut qu'on regarde ce qu'on valorise versus ce qu'on va éventuellement enfouir en résiduel. Et puis après, il y a le débat, est-ce que la valorisation thermique de la partie non recyclable est une valorisation circulaire ou pas? Bien sûr que nous pensons que oui. Certaines personnes au niveau de l'Europe ne le pensent pas. Ellen MacArthur non plus. Bon, voilà, donc ça, c'est des débats philosophiques. Hein, et en tout cas, c'est sûr que on doit progresser sur le tri en amont de ce qui est valorisé thermiquement dans les fours. C'est certain. Ça viendra, il faut avoir le prix à payer et par qui, parce que ça, c'est une question sociétale.
et parce qu'il y a les surcoûts de collecte derrière aussi qui sont importants. Donc on voit bien qu'on est à la croisée des chemins avec des vraies questions, et j'entendais tout à l'heure nos collègues de Michelin, entre le biogénique et le carbone gris. Voilà, moi j'ai ma petite philosophie, mais bon voilà, ça va être des sujets qu'il va falloir traiter en interne au niveau des grands sujets. Et en tout cas, nous, ça fait partie des grandes problématiques du plan stratégique sur lequel on travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Sans plus attendre, je vais donner la parole à nos deux expertes donc des institutions françaises de l'économie circulaire, peut-être en commençant par Emmanuel Ledoux. Et puis, on a beaucoup de questions. Alors, Magali, merci d'avoir commencé à répondre à certaines des questions dans le chat. Et puis, on les reprendra et Benoît est en train de les synthétiser pour la suite. Donc, voilà. Emmanuel. Voilà, on te voit. Merci beaucoup Claire. Et puis bonjour à tous. Alors déjà, enfin moi, peut-être, je suis désolée, ça bouleverse un peu ce qu'on avait prévu, mais j'ai très envie de réagir à ce qui vient d'être dit sur les questions d'emploi qui me paraissent assez essentielles. Moi, comme d'autres, je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps que j'assistais à 2 types de réunions finalement sur l'économie circulaire. Des réunions où on se félicite, on se rengorge quand toutes les potentialités de création d'emplois qui vont naître de l'économie circulaire. Et puis il y a toutes celles où on dit oh là là, on a un problème, l'économie circulaire c'est plus cher. Comment on enlève ce frein économique? Et ça, je pense que ça fait vraiment partie des sujets que désormais il va falloir qu'on assume complètement. C'est plus cher parce que évidemment quand on crée de l'emploi en France, c'est un petit peu plus cher que quand on crée de l'emploi au Bangladesh ou en Indonésie. Donc il y a presque un truc qui serait presque un peu inflationniste par nature, mais au travers des indicateurs, et c'est probablement là aussi qu'il y a cette réponse à apporter. C'est pour ça que c'est vraiment assez central de l'aborder aussi aujourd'hui. Cet indicateur d'emploi, cet indicateur pratiquement de création du PIB local est infiniment intéressant, et dès lors qu'on veut travailler sur l'instauration et la généralisation de ces modèles économiques en France. Parce que c'est un petit peu au cœur de ce qui a été dit. Alors, je notais sur l'idée de cet indicateur qui fait le lien entre l'extra-financier, le financier, ou ce que tu disais, Claire, désormais, on fait vraiment... on traite plus séparément, chacun dans notre couloir, les questions de développement durable, les questions de stratégie, les questions d'innovation. On arrive à vraiment être dans une démarche et une vision très holistique, ce que vraiment révèlent ces indicateurs et les stratégies qui ont été mises en avant par les 3 entreprises qui se sont exprimées. On sépare beaucoup moins. Et ça, encore, je trouve qu'on est vraiment dans une évolution qui est assez manifeste sur ces 2-3 dernières années, 4 ans disons, où il y avait vraiment cette entrée économie circulaire qui était quasiment exclusivement une entrée environnementale, une entrée développement durable, parfois même une entrée un peu économie choupette, quoi. On montrait un petit peu d'innovation, quelques startups, etc. Mais pour le reste, on continue à faire comme d'habitude. À tel point d'ailleurs que dans la FREC, la feuille de route économie circulaire en 2018, on parlait de cette dimension modèle économique, stratégie, sécurisation des approvisionnements, mais c'est pas du tout l'axe qui a été pris pour la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui contient certes beaucoup de mesures, mais qui a une entrée qui est beaucoup plus citoyen, information du consommateur, beaucoup plus que transformation des modèles économiques, même si au travers des différentes déclinaisons et des textes, il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent là-dessus. On a parlé des plastiques, mais il y a aussi d'autres domaines. Et là, l'impression quand même de 2 ans après cette loi, et puis surtout après cette crise économique, sanitaire majeure dont on se sort à peine, c'est que la vision, elle a complètement changé. On parlait sécurisation des approvisionnements dans la FREC 2018, c'était une vue de l'esprit, personne n'y croyait. Voilà, là, on le touche du doigt. La question de l'entrée par la pérennité des modèles, par la sécurisation des approvisionnements, par une vision aussi de la criticité des ressources qui doit être en mesure de driver la transformation des entreprises, c'est devenu réellement tangible, et on le sent vraiment au quotidien. Je trouve que ça se sent de façon très forte dans les différentes déclarations, présentations des orateurs précédents.
Alors l'indicateur dans tout ça, c'est vraiment un besoin. Alors on a évoqué les questions de taxonomie européenne. Être en capacité derrière la constitution d'un modèle, enfin bon, qui à ce stade, alors peut-être que d'autres ont mieux compris, enfin bon, qui reste quand même un modèle encore pas très clair, hein, la taxonomie européenne, en tout cas sur l'économie circulaire. On voit pas trop bien où est-ce que ça va rentrer, mais on voit en tout cas qu'il va falloir être en capacité d'apporter des réponses aux investisseurs et de travailler conjointement avec la Commission pour être en mesure de constituer les modèles sur lesquels cette taxonomie et ces investissements vont s'appuyer. Et puis au-delà de ça, enfin même pour tout de suite, hein, enfin il y a une forte demande de la part des investisseurs d'avoir des métriques et force est de constater que alors, parfois quand même sur les questions d'économie circulaire, on y va un peu au doigt mouillé. Enfin quand on travaille quand on travaille aussi sur la question, là nous on travaille par exemple sur les questions SNBC et criticité des ressources. Donc vraiment la logique de comment on travaille sur cette stratégie en l'analysant au travers de l'entrée ressources. Ce qu'a fait par exemple aussi le rapport Varin, mais enfin là l'idée c'est d'être sur une démarche plus large. C'est infiniment compliqué hein, d'avoir des vraies réponses, d'avoir les vraies données sur les ressources. Donc déjà la transformation des modèles au niveau d'un État c'est compliqué, donc au niveau de l'entreprise, bon, Scope 1, Scope 2, Scope 3, ça finit par être assez compliqué. Tout ça pour dire que la constitution là d'indicateurs partagés et comparables, c'est quand même la première bonne étape déjà pour pouvoir comprendre, pour pouvoir quantifier et pour que les gens du développement durable soient en capacité d'aller toquer à la porte de la direction financière et de la direction stratégie avec des éléments chiffrés. Parce que bon, je pense que je trahis pas de secret, mais c'est vrai que pendant quand même assez longtemps, et probablement toujours un petit peu maintenant, il se trouve que la direction du développement durable n'est pas toujours la chef de la direction stratégie ou de la direction financière, et que c'est vraiment important aussi d'être en capacité d'arriver sur ces questions environnementales en parlant la même langue que les autres. Et encore une fois, peut-être qu'il y a eu une propension à travailler dans son couloir, sans trop de lien avec les autres, qui a fini par marginaliser un petit peu certains sujets qui, là, encore une fois, au travers de crise économique, crise sur les ressources, crise matières premières, et une vision quand même assez court terme, ou en tout cas moyen terme, de la criticité de ressources qui sont majeures pour notre économie, amènent des transformations rapides. Alors, je sais que Nathalie doit parler plus peut-être de la transformation en matière de territoire et de réglementation. Donc, je pense que ça fait bien. Mais en tout cas, merci infiniment pour ces différents exemples tels qu'ils ont été exposés, qui sont quand même assez encourageants pour la transformation. Enfin, je veux dire, on le dit maintenant assez régulièrement, le cœur d'usine, ça a été plutôt bien travaillé. Maintenant, c'est 5% de l'empreinte écologique en moyenne parce que l'industrie 4.0, enfin tout ça, ça a plutôt bien fait son œuvre. Tout le travail, il se fait sur l'amont et l'aval. Et encore une fois, de pouvoir travailler sur ces indices de circularité, ça amène vraiment, c'est vraiment un enjeu de vecteur de transformation. Merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, dans le dialogue entre financiers et entreprises, dialogue sur les investissements, dialogue sur il y aura besoin d'indicateurs assez intégratifs. Et l'intérêt de ce pourcentage de circularité, c'est qu'il peut être assez intégratif au niveau de l'entreprise tout entière, mais c'est vrai qu'il y a besoin de cette diversité pour représenter les situations. Alors voilà, Nathalie, en effet, on va te donner la parole. Alors, Auré est très, très expert en matière d'écologie territoriale, d'écologie industrielle. Et donc, la question va se poser immédiatement de savoir est-ce qu'il faut faire l'entreprise circulaire ou est-ce qu'il faut faire le territoire circulaire, et comment tu vois cet indicateur qui va caractériser davantage une entreprise ou un site en particulier. Alors déjà, je voudrais te remercier pour l'invitation, Claire, et puis rebondir un peu sur ce qu'a dit Emmanuel, parce que c'est tout à fait vrai. Au-delà des indicateurs qu'on vient de préciser, qui parlent de flux, de ressources, d'énergie, de matière, déjà, on parle d'énergie renouvelable. Nous, on parle souvent, quand on parle de territoire, d'énergie fatale, c'est-à-dire l'énergie d'une entreprise qui peut être intégrée ou qui peut servir à l'entreprise d'à côté, qui pourrait aussi faire partie de cet indicateur. Nous, on a défini 8 valeurs, donc 8 valeurs qui pourraient donner lieu à des indicateurs pour l'économie
l'économie circulaire dans notre groupe de travail. On va retrouver l'emploi, bien évidemment. L'emploi avec une étude notamment de la Commission européenne qui chiffrait à 700 000 emplois et un accroissement de 0,5% du PIB, le passage à une économie circulaire en Europe. Mais on va retrouver aussi la valeur d'innovation qui a été citée par plusieurs intervenants. Alors l'innovation dans l'économie circulaire, on ne va pas regarder que l'innovation produit, ça peut être l'innovation service, des usages, l'innovation managériale. On a évidemment un indicateur, enfin une valeur sur les nouveaux modèles économiques cités aussi par Emmanuel, l'éco-conception, l'économie de fonctionnalité, l'écologie industrielle et territoriale qui était ta question, je reviendrai après, sont fondamentales pour prendre l'économie circulaire dans toute sa transversalité, qu'on ne reste pas que sur les flux. La coopération, parce qu'on ne peut pas faire de l'économie circulaire tout seul, hein, on l'a fait... On va le voir ou avec d'autres acteurs du territoire ou dans une filière. On a vu aussi une valeur sur le bien-être social et santé de l'économie circulaire. Et là, il y a des indicateurs potentiels. Et puis, l'attractivité du territoire. Et là, je vais enfin passer à ta question sur le territoire. C'est vrai que nous développons l'écologie industrielle et territoriale depuis de nombreuses années maintenant et que nous avons d'ailleurs développé une plateforme qui s'appelle Ellipse, qui est l'outil qui a été, que promeut l'ADEME, hein, puisqu'on l'a fait en fait partenariat avec eux, pour permettre aux animateurs de démarche de s'évaluer sur un référentiel commun. On a 61 indicateurs. Ça permet aussi aux financeurs de pouvoir voir ce qu'ils ont financé, dans les synergies qu'ils ont financées sur les territoires. Et ça permet aussi de conduire une politique nationale sur le sujet de l'écologie industrielle et territoriale. Et on a 3 types d'indicateurs. Un qu'on va retrouver et dans lequel CTI est totalement pertinent, puisque ça va être le blocage des flux. Donc les entreprises qui auront vraiment rempli CTI pourront tout à fait avoir déjà des indicateurs de rempli dans cette plateforme Ellipse, mais d'autres qui sont sur les richesses créées sur le territoire et sur la coopération multi-acteurs. Voilà pour la partie territoriale. Pour la partie plus macro, je dirais qu'il y a aussi des politiques. On en a parlé de la FREC, on a parlé de la loi GEC, de la loi climat et résilience. Et c'est important aussi de suivre l'évaluation des politiques et de cette feuille de route économie circulaire. Donc, le CNEC vient d'être monté. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le CNEC. C'est le Conseil national de l'économie circulaire. Il remplace le Conseil national des déchets. Et moi, en tant que vice-présidente, j'ai demandé à un groupe de travail qui fait un état des lieux des 50 mesures de la FREC. Donc là, on va prendre mesure par mesure sur mieux consommer, mieux produire, mieux gérer ses déchets et aussi mieux mobiliser les acteurs. Et on va regarder si les fameuses lois ont répondu partiellement, pas du tout, plus que demandé aux mesures de la feuille de route, et ceci afin de se comparer aussi aux objectifs européens. Donc, il y a plusieurs stades d'indicateurs, donc au niveau entreprise, CTI, au niveau territoriaux, au niveau des politiques publiques. L'évaluation doit être partout parce que l'économie circulaire, c'est l'affaire de tout le monde. Et j'ai envie, merci à tous les intervenants, vous avez parfaitement tenu le timing, on a même 3 minutes avant de commencer les questions, mais j'avais envie de demander peut-être à Christophe Durand et Magali, dans le cas de Pierre-Yves, Veolia, c'est clairement de l'écologie territoriale parce qu'on est sur cette économie des déchets, mais voilà, peut-être en sortie, ça part plus loin. Est-ce que vous êtes plutôt sur des process locaux ou des process au contraire nationaux, voire internationaux? Que ce soit par exemple les agrégats, on imagine que c'est assez local, mais le clinker voyage, vous êtes en économie territoriale ou en économie mondiale? Comme tu parles de clinker, je vais démarrer. Donc oui, effectivement, enfin tu as parlé d'agrégat, pardon, pour tout ce qui est agrégat, comme notre agrégat 100% recyclé en France qui s'appelle Agdéo, tout ça c'est local. Le gros problème, effectivement, de l'économie circulaire dans le cadre du monde de la construction, c'est la chaîne de logistique parce que ça n'aurait aucun sens de détruire un bâtiment et de lui faire 1000 km pour aller le remettre dans une cimenterie quelque part. Le bilan CO2 et toutes autres sortes de bilans ne ferait strictement qu'un sens. Donc, c'est forcément local. Ceci dit, on ramène quand même parfois du laitier de certains pays. Sur certains produits, ça nous arrive quand même de les déplacer, mais c'est une relativement faible partie. Christophe, le yaourt voyage peut-être plus? Le yaourt surtout. En fait, non, on assiste à un changement vraiment de localisation du CO2 et c'est plutôt maintenant l'industrie qui doit s'adapter finalement dans le cas des déchets au rayon de collecte parce qu'autrement, vous voyez, vous avez des densités faibles et vous allez mettre énormément de camions sur la route
qui n'ont pas forcément une valeur ajoutée énorme. Donc là, on est sur une relocalisation et on cherche des technologies relativement modulaires parce que déjà, c'est de l'innovation, donc il faut être progressif et que si vous travaillez sur le végétal ou sur les déchets pour faire des circularités, on doit absolument travailler local. Donc Ouais. ça va exactement dans ce sens-là et on ne va pas avoir de notion de transport international hors continent. Alors maintenant, il se peut qu'on traverse quelques frontières au niveau UE, Espagne, Italie, Belgique, parce qu'on peut avoir des usines frontalières, mais c'est vraiment de la relocalisation. Donc le cas du projet polystyrène, il est français, je veux dire à 99%. Je mets un pourcent parce que j'ai peut-être un doute sur une virgule, mais c'est 100% local. Voilà. Merci. Pierre-Yves, peut-être un petit mot, parce que toi, tu es forcément local en flux entrant, mais en revanche, j'imagine que le marché, par exemple, des huiles recyclées ou de certains produits ou des composants des batteries recyclées va être un marché beaucoup plus lointain, en débouché, en flux sortant. Oui, alors ça va dépendre des matières. L'huile voyage mieux que des balles de plastique, hein. Il y a une question de densité, il y a une question de valeur d'usage. Voilà, c'est sûr que le partenariat avec Total pour recycler les huiles, il est près de Rouen, donc il y a une logistique. Oui, il y aura une usine en fait. Oui. Voilà, pour le plastique, en fait, j'allais dire, il y a une approche locale et territoriale, mais avec une expertise qui devient transversale, c'est-à-dire que tu as besoin de capitaliser la compétence quelque part et après adapter ça. C'est sûr que quand on fait une usine de PET en flake au Thaïlande, on essaye de ne pas réinventer la roue. Donc, on va reprendre l'expertise des usines qu'on a développées en France et pareil en Chine. Donc, c'est à la fois, bien sûr, de l'hyperlocal et c'est aussi du centralisé pour la compétence technique. Et puis, nos partenaires sont forcément des partenaires locaux, puisque l'aval va être géré en proximité aussi. Donc, en fait, on répond à des besoins d'embouteillage pour des bouteilles en plastique, par exemple, qui sont forcément locaux. Donc, voilà, mais c'est des expertises qui sont capitalisées, je dirais, de manière centralisée au niveau mondial. Merci beaucoup. Je vais demander à Benoît de nous présenter les questions. Voilà, merci. Donc, une question pour Audrey, c'est est-ce que vous avez intégré les différentes classifications de l'eau dans le calcul des indicateurs? Eau grise, eau issue des nappes phréatiques, eau rejetée en rivière, pluviale, j'imagine. Oui, alors effectivement, il y a une première réponse qui a été apportée par Irène dans le chat et notamment elle renvoie vers un lien vers le guide complémentaire relatif à la circularité de l'eau qui est disponible sur le WBCSD et qui donne vraiment beaucoup plus de niveau d'information sur quelles sont les catégories d'eau qui sont prises en compte ou non. Mais je vous confirme que voilà, ces différentes catégories sont bien prises en compte dans la méthodologie CTI et le calcul du pourcentage de circularité de l'eau. Merci beaucoup. Alors, il y a une deuxième question, toujours pour toi, qui est le critère de potentiel de récupération, qui est un premier indicateur que l'entreprise doit commencer par documenter, avant ensuite de voir est-ce que je récupère bien tout le potentiel. Donc, comment est-ce qu'on détermine si quelque chose est récupérable ou pas? Parce que de temps en temps, il y a des critères technologiques, de temps en temps, c'est des critères de diffusion, de caractère diffus du gisement, ou comment est-ce que quels sont les critères de ce critère-là? Alors, sur les critères de potentiel de récupération, ça va dépendre du marché sur lequel le produit va être distribué, notamment en fonction de savoir si derrière les filières existent pour pouvoir le réemployer ou pas. C'est l'un des critères qui peut être pris en compte. D'accord, donc c'est plutôt ça caractérise plutôt le gisement, c'est ça, le gisement et la structure de récupération de ce gisement. C'est pas quelque chose qui va différencier par exemple les produits composites de produits démontables. Si, Ça caractérise les produits ou ça caractérise le marché en fait, c'est ça la question, je pense. Les deux et ça caractérise le produit également. Par exemple, si on prend l'exemple d'un textile qui serait composé de matières organiques, le coton, et de matières synthétiques, par exemple des fibres en polyester, le fait de mêler ces deux fibres dans un même je sais pas, pull par exemple, Textile, ou jean textile ferait que le produit in fine ne peut pas être réemployable et donc le potentiel de récupération est de 0 dans ce cas-là. D'accord. Okay.
Alors, il y a une question qui a été posée, qui est quel est ça ne doit pas être la première fois que tu l'as, mais quelle est la différence entre le CTI et le Circulytics de la Fondation Ellen MacArthur? C'est pour moi? C'est pour toi, Irène, pardon. Oui, merci. Très bonne question. La différence, bon, normalement, on utilise MCI beaucoup à un niveau de produit. CTI, on peut l'utiliser à un niveau de l'entreprise entière ou à un niveau d'un asset ou groupe de produits, même un produit en particulier. MCI utilise aussi un facteur ou inclut aussi un facteur d'usage, l'intensité de l'usage par exemple, ou la vie du produit dans la formule. CTI ne fait pas ça dans son pourcentage de circularité. On développe maintenant un nouveau indicateur qu'on va intégrer dans la nouvelle version de CTI, la numéro 3, qui sera publiée d'ici peu au mois d'avril. Et par le biais de cet indicateur, on donne une idée de l'impact que la longévité de produit peut avoir sur le pourcentage de circularité. Merci beaucoup. Alors, toujours une question sur le modèle, une question sur les matériaux critiques. Comment est-ce qu'ils sont définis? Est-ce qu'ils sont définis par rapport à une notion de limite planétaire, donc du stock restant ou du stock autorisé, ou est-ce qu'au contraire, ça va être plus local, par exemple, l'eau est critique localement dans certains endroits ou pas. Donc, comment est-ce qu'on définit cette criticité? Est-ce que c'est l'entreprise qui le fait ou est-ce que c'est déjà dans la méthode? La méthode donne deux listes de référence, une liste à niveau européen et l'autre américaine. Mais après, ce qu'on conseille toujours aux entreprises sur la base de leur profil de risque, surtout par rapport à la supply chain, c'est de regarder les matériaux qui pourraient être à risque pour eux. Surtout aussi, ce qu'on n'a pas mis en référence encore dans le rapport, c'est tous les matériaux qui peuvent être critiques d'un point de vue des droits de l'homme, par exemple. Et ça aussi, c'est une considération importante pour les entreprises à prendre en compte, surtout pour la visibilité, le branding, la réputation de l'entreprise aussi. Oui, donc il y a en fait une interprétation à faire et à décider par l'entreprise sur ce qu'elle va considérer comme critique. Tout à fait, oui, je dirais que c'est essentiel. D'accord, merci beaucoup. Alors, question pour Magali. Sur quelles informations et valeurs est-ce que vos objectifs chiffrés sont définis, et en particulier le pourcentage de matériaux recyclés dans le béton? Est-ce que vous êtes SBTI? Donc, est-ce que les objectifs sont définis en fonction des trajectoires mondiales? Donc voilà, enfin, comment est-ce qu'ils sont définis en fonction de trajectoires mondiales et d'ambitions que vous vous donnez, ou en fonction de considérations plus court terme ou locales ouais. Donc effectivement, nous sommes SBTI, nous le sommes même doublement, c'est-à-dire qu'on avait rejoint l'initiative Business Ambition pour 1,5 degré et on avait fait un pledge net zéro il y a un peu plus d'un an, en septembre 2020, avec notre scope 1 et 2, la target à 2030 validée, parce que dans notre cas, ça correspond à 85% de nos émissions, à 80% pardon, de nos émissions. Et puis depuis, on a fait partie des gens sur laquelle SBTI a testé la Net Zero Roadmap. Donc, on est une des 7 compagnies qui ont eu les 3 scopes validés sur l'objectif 2030 et l'objectif 2050. Donc, on est complètement aligné avec SBTI. C'est du well below 2 degrés, hein. Ce n'est pas du 1,5 parce que pour le secteur du ciment, aujourd'hui, le 1,5, la trajectoire n'existe pas encore. On attend qu'elle existe pour s'aligner. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, comme la circularité est complètement centrale sur notre décarbonisation, quand on a pris nos objectifs CO2, on a pris en même temps nos objectifs de circularité. Ça n'aurait eu aucun sens de les déconnecter. Vous n'arriveriez pas autrement. Voilà, donc après, on en a rajouté un cette année qu'on n'avait pas, mais qu'on a décidé de prendre. On a recyclé 6 millions de tonnes de fines de construction et on a pris un objectif à 10 millions de tonnes en 2025. Parce que ça c'est pas tant pour le CO2, c'est plus parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'est la vraie circularité de notre secteur, où on reprend les propres déchets de notre secteur pour les réinclure dans le nôtre, plutôt que de s'occuper des déchets des autres, entre guillemets.
Merci beaucoup. Alors, il y a une question pour les 3 représentants d'entreprise. On va vous donner la parole chacun à votre tour. C'est, il y a déjà plus d'une centaine d'indicateurs qui sont déjà développés, dont ceux du CTI. Comment est-ce que vous faites le choix d'utiliser tel ou tel indicateur? À quel niveau ça se fait? En fonction est-ce que c'est pour servir un objectif que vous êtes d'abord donné? Est-ce que c'est parce que c'est faisable? Est-ce que c'est… voilà, pourquoi choisir le CTI en particulier? Et est-ce que vous avez donc dans les critères de choix, on peut penser à la facilité d'usage, à des données, à la disponibilité de données, est-ce que vous pouvez chacun peut-être expliquer par quel raisonnement vous êtes arrivé au choix d'indicateurs que vous avez retenu? Christophe, peut-être? Pierre-Yves. Bon, je vais prendre la parole. Chez Veolia, il y a la performance plurielle qui a défini un certain nombre d'indicateurs. La ligne n'est pas très bonne. Je vais couper la caméra. Parce qu'il y a eu un petit blanc, je pense. Je vais couper la caméra, ça sera peut-être mieux. Non, je dis chez Veolia, tout a été défini dans le cadre du plan stratégique Impact 2023. Il y a eu un gros travail de fait de bottom-up et en cohérence avec ce qu'on appelle la performance plurielle. Et donc, sur la dimension environnementale, il y a un certain nombre de KPI qui sont ceux sur lesquels on communique et on a incentivé le management. Donc, il y a une corrélation avec la bonus policy. Et puis après, tu as les KPI qui sont retenus dans le plan environnemental avec des objectifs derrière. Donc, c'est toute la dynamique. La difficulté, effectivement, c'est d'avoir des KPI qui parlent à l'ensemble des équipes et qui vont permettre aux équipes de se retrouver dans leurs priorités stratégiques ou opérationnelles. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire. Et donc, les 100 KPI dont tu parlais, c'est une boîte à outils. Et après, cette boîte à outils, il faut essayer de la mettre à bord de l'entreprise, de ses métiers. C'est sûr que le KPI sur l'eau n'est pas le même que sur les déchets chez nous. Et ce n'est pas le même que sur l'énergie. Donc, tu vas avoir des KPI qui vont être adaptés à chaque fois. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on cherche à faire derrière. Et que les gens de terrain, les opérationnels, se retrouvent dans les objectifs qu'on leur donne versus la vision qui est développée dans la raison d'être. D'accord, donc il y a une espèce de discussion en interne avant de choisir, de retenir telle ou telle méthode. Et on va retravailler sur un plan stratégique 2024-2027 et ça va être l'occasion de redéfinir en s'appuyant sur les nouveaux outils. Enfin, voilà, on va se reposer un certain nombre de questions. Pour voir par rapport aux ambitions, peut-être que la limite planétaire deviendra un des axes qui n'était pas évoqué il y a 3 ans et qui aujourd'hui, peut-être sur certains segments, peut avoir du sens. Tu vois. Donc, il faut se reposer les questions de manière régulière et après suivre les objectifs. Merci beaucoup, Christophe. Même question. Oui, pardon. Oui, tout à fait. On a regardé finalement les grandes tendances, enfin les macro-tendances et les orientations du SBTI, de l'ONU et d'indicateurs, on va dire, mondiaux. L'idée, c'était de les décliner et, comme vous l'avez cité, de les rendre accessibles aux équipes pour qu'on ait vraiment une feuille de route, qu'on ne se retrouve pas à dire en 2050, on sera parfait. Donc, il y a la progressivité de l'indicateur, le réalisme de l'indicateur, et puis on les a regardés sur les différents âges que je vous donnais tout à l'heure, sur People, Profit, Planet, parce que les 3 sont complémentaires. C'est pas ou, c'est bien et. Et si on prend la partie planète, effectivement, il y avait sur le SBTI avec les parties scope 1, scope 2, scope 3, et on donne des ambitions 2030, 2040, 2050. Donc, que ça soit reconnu, que ça soit progressif et que ça soit déclinable, et c'est et avec les deux autres piliers que j'ai cités, l'acceptation sociétale étant quelque chose de fondamental, évidemment. Ouais, on a encore un petit moment avant que l'intelligence artificielle prenne le relais de ces décisions industrielles. Magali. Oui. Alors, dans notre cas, on a une association. Et alors, cette association, elle a commencé par… c'était une émanation de WBCSD. C'est pour ça que pour nous, c'était assez facile parce que du coup, on était alignés dès le départ. Qui s'appelait à l'époque CSI, qui après a disparu, a été remplacé par quelque chose qui s'appelle GCCA, Global Cement and Concrete Association, mais qui a repris tous les indicateurs par CSI. Et donc, toutes les entreprises, ça correspond à peu près à 80% du ciment, des volumes de ciment faits dans le monde en dehors de Chine. Toutes les entreprises se sont engagées à reporter à travers ces indicateurs. Ça permet de pouvoir se comparer les uns les autres, déjà. Et puis,
on est tous membres de GCCA, donc on en discute avec eux. Ils sont pas non plus, c'est pas du dictatorial. Et donc, ça fait des années qu'on utilise un certain nombre d'indicateurs qui sont les mêmes. Donc, ça permet de voir une progression auprès des choses. Après, au fur et à mesure, effectivement, on en rajoute. Là, je commence à avoir un dashboard qui est un peu compliqué parce que, comme l'ont dit mes collègues, il y a d'autres problèmes ou d'autres sujets qui émergent auxquels on ne s'intéressait pas forcément de manière assez bonne auparavant. Et là, si GCCA ne se couvre pas, on va créer en prenant les bonnes pratiques des industries, de ce qui existe. Et ça fait partie après des stratégies qu'on présente aussi bien au conseil d'administration qu'au comité de direction qui sont approuvées. Et puis, bon, c'est aussi un peu comme ça a été expliqué auparavant. Je pense que toutes les entreprises font à peu près la même chose. C'est un travail qui, d'un côté, vient de la base, mais en même temps, enfin, faut que les deux se rencontrent au milieu quelque part parce que va falloir qu'on avance tous ensemble. Oui. Et dans notre cas, là, on est maintenant sur l'automatisation d'un certain nombre de nos indicateurs avec l'aide du département de finances. Donc, j'ai maintenant mes plus gros indicateurs en mensuel, en automatique. Ça permet d'avoir quand même un bon tableau de bord de conduite. Et on les traite exactement de la même manière que nos indicateurs financiers, c'est-à-dire qu'ils sont revus dans notre annual report, pour ne pas les nommer, par EY cette année et l'année dernière, qui valident notre rapport. Merci beaucoup. Alors, peut-être une question pour Irène sur le développement du CTI, la suite, puisqu'il y a une version 3 en prévision, mais c'est peut-être même pas encore à ce stade-là. Est-ce qu'il est envisagé non plus seulement de mesurer du relatif avec des pourcentages de circularité, d'un degré de circularité de l'entreprise, mais des valeurs absolues en termes de consommation de ressources, qu'elles soient circulaires ou pas. Enfin, disons qu'il y a un effort de la part de l'entreprise pour une même valeur créée, d'avoir moins de consommation de ressources absolues. Tout à fait, oui, oui. Cette année, on a commencé à mesurer l'impact des stratégies circulaires sur des questions importantes, et surtout les questions impératives de WCSD. Climat, pour commencer, avec une méthodologie qui aide les entreprises à comprendre aussi l'impact sur les émissions de leur stratégie de circularité. Et ce qu'on aimerait commencer cette année, c'est regarder l'impact sur la nature et aussi regarder des indicateurs comme cet indicateur sur la dématérialisation, par exemple, qui est tout à fait un indicateur important et qu'on pense considérer cette année. Cela dépend aussi des intérêts des membres de notre projet, mais c'est sur la table, tout à fait. Merci beaucoup. On s'approche de l'heure de fin de notre session. Donc, je vais peut-être demander à chacun des intervenants un petit mot de conclusion sur ce qu'il en tire. Est-ce que ça vous a donné des idées? Est-ce que, voilà, comment vous voyez dans votre secteur le développement de ce push? On va peut-être commencer. Alors, Magali, on sait que ça monte très vite. Il y a des objectifs très ambitieux. Non, voilà, enfin, je pense que c'est dans la sustainabilité aujourd'hui, passer de from pledge to action, c'est super important. Donc, des bons outils de mesure, c'est super important. Et valider les trajectoires avec des mesures et mesurer tous les ans notre progrès, pour moi, c'est complètement clé. Donc, ça sera mon mot de conclusion. Merci beaucoup, Christophe. Oui, je partage l'analyse. En complément, c'est ça, c'est d'avoir quelque chose vraiment de progressif et de mesurable, parce qu'il s'agit de rester crédible. Donc ça s'anticipe, ça prend du temps, c'est un investissement stratégique, c'est pas à part. Donc ça fait partie d'une culture d'entreprise qui se développe et par nos nouveaux salariés ou les salariés existants, on se rend compte que ça adhère très très vite. Irène. Merci beaucoup pour toutes les questions auxquelles j'ai essayé de répondre. J'attire surtout la nécessité de continuer à développer la méthodologie pour que ça donne plus une idée de l'impact que la transition peut avoir sur les objectifs de durabilité. Je vois que c'est absolument nécessaire et ça va aider aussi à intégrer encore plus la méthodologie à niveau de l'entreprise et surtout à un niveau stratégique. Audrey? KPMG reste très actif sur ce sujet, j'imagine.
Oui, alors côté cabinet, cette fois-ci, sans parler de la stratégie RSE de KPMG, on voit que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur chez l'ensemble de nos clients. Ces dernières années, on était beaucoup sur les sujets environnementaux tournés autour du climat, du réchauffement climatique, et de plus en plus, les sujets d'économie circulaire, même de biodiversité prennent leur importance, avec des liens d'ailleurs qui sont de plus en plus mesurés entre climat, économie circulaire, mesure de l'impact sociétal également. On en a parlé avec les différents intervenants. Donc, un sujet d'avenir sur lequel on reste mobilisé. Nathalie Boyer, on va te demander, voilà, c'est pas parce que vous n'êtes pas sur l'écran que vous n'êtes pas là. On est toujours là. Donc, par rapport à ces réflexions d'entreprise sur leurs indicateurs, etc. Ouais. Donc, moi, je vais rejoindre ce que dit Magali. Ce que j'aime bien dans cet outil, c'est que c'est une méthode et ce n'est pas seulement une liste d'indicateurs, mais que comme toute méthode, il faut une fréquence d'utilisation, partir d'un instant T et continuer à faire marcher l'évaluation continue. Donc, mettez à vous une fois par an un moment où vous faites ce travail, sinon il n'aura aucune valeur. C'est vraiment le faire dans le temps pour qu'il puisse apporter des indicateurs évolutifs. Pierre-Yves. Moi, je suis assez enthousiaste de ce que j'entends parce qu'on voit qu'il y a du mouvement à la fois sur la réalité du business et sa transformation, le onboarding des équipes, il y a des outils méthodologiques qui évoluent. Et puis, on voit bien que c'est une question qui est au cœur même de problématiques sociétales majeures sur les territoires, sur la sobriété de notre économie, voilà, et la sauvegarde de la planète. Donc, je trouve que c'est un vrai beau sujet sur lequel on pourrait se revoir une fois par an pour échanger. Ouais. Au moins. Et puis, last but not least, on va laisser le dernier mot au pouvoir public, dans la personne d'Emmanuel, ou le dialogue entreprise. Voilà, je suis une association, malheureusement, je ne suis plus. Il y a quand même le N national. Non, oui, moi, alors bon, je vais revenir encore, mais sur l'outil, le côté indicateur comme outil de prospective et d'anticipation, donc la dimension anticipation potentielle GPRH, sur l'évolution des métiers, donc les besoins de formation, les besoins d'embauche, la construction des territoires, etc. C'est cette dimension vraiment d'indicateur aussi comme outil de prospective, je trouve ça passionnant. Oui, c'est l'économie circulaire, c'est vraiment un nouveau secteur à part entière et pas seulement un côté environnement. Et une organisation territoriale avec les DEIT, etc. Enfin voilà comment on repense vraiment nos territoires avec dans une logique de relocalisation de la production. C'est une transformation qui est majeure en fait. C'est une transformation de modèle de développement que beaucoup d'acteurs appellent de leur vœu pour arriver à faire cette transition écologique. Et donc, merci à tous, aux uns et aux autres, de vos contributions, de vos exemples, de votre énergie qui en entraînera bien d'autres. Merci aussi à tout le public qui a été très actif aussi, même si c'était seulement par chat interposé. Mais un grand merci à tous. Et puis, voilà, l'outil est en ligne, en anglais et en français. Et donc, on vous donne rendez-vous dans un prochain événement. À bientôt à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.